Bonjour père. Bonjour. Alors j'accueille le père Marc Rastoin, jésuite de France, qui a écrit récemment le guide Cato des séries. Donc on parle des séries télévisées. Alors pouvez-vous nous dire d'où vous est venue l'idée d'écrire un tel ouvrage? Alors, par ma famille, notamment par ma mère, j'étais un fan de cinéma. On a grandi dans le grand cinéma américain. Ma mère avait fait le festival de Cannes dans les années 50. Et j'avais proposé à un ou deux éditeurs, il y a trois quatre ans, euh, des analyses de films. Et j'ai un site internet sur lequel je présente pas mal de recensions de films. Et puis ils m'ont dit, bah, le cinéma, des guides cathos du cinéma, il y en a beaucoup, ils sont très bien. En français, on a celui de Laurent Dandrieux. Enfin, il y a beaucoup de très bons livres qui existent déjà. Donc, désolé, mais non. Et puis un an après, j'ai une sorte d'insomnie. Un matin, je me réveille, puis tiens, j'avais regardé, depuis le Covid, j'avais regardé pas mal de séries. Et donc, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous diriez d'un guide pour les séries? Et ils ont réfléchi un peu, ils ont regardé leur comité, puis ils ont vu que ça n'existait pas en fait. En tout cas, moi je ne sais pas en anglais aux États-Unis, mais en tout cas en France, en français, je pense que c'est le premier du genre. Et les séries sont devenues, bon, moi j'ai pas vu de série entre 2005 et 2020 jusqu'au Covid, mais je vois au niveau des jeunes couples que je prépare au mariage ou des trentenaires que pour les disons les moins de 35 ans, la série c'est vraiment le média culturel le plus répandu d'une part, et que la qualité des acteurs, la qualité des scénarios, l'ampleur des sujets est considérablement meilleure que c'était dans les années 80-90. Donc en 25 ans, c'est devenu, je pense, le média le plus important. Alors on s'est mis d'accord sur ce projet, un projet de guide, voilà, avec 2 pages par série, accessible. Alors, j'ai un regard de prêtre, de bibliste, donc c'est un regard catholique complètement assumé, hein. Je prends souvent la focale sur la question du couple, du pardon, la confession, le péché originel, comment la prière est présentée, etc. Après, je reconnais les qualités que n'importe quel journal comme le New York Times ou The Guardian pourrait dire, voilà, cette série est vraiment très bien faite, originale, les acteurs sont bons. Donc j'ai un petit regard un peu, on va dire, technique, hein, d'amateur de produits visuels. Donc quelle est la qualité du programme. Et puis là-dessus, en 2 pages, voilà, je centre sur un point, en général, parfois deux, qui est d'intérêt pour un chrétien. Voilà. Qu'est-ce qu'un chrétien peut retenir de la vision d'une série? La frontière, je pense qu'entre le cinéma, les longs métrages et les séries, vraiment a diminué, de sorte que même le casting, les acteurs sont communs aux deux genres, puisqu'avant, il y avait des acteurs de séries, des acteurs de films. Maintenant, on les voit maintenant, les têtes d'affiche de séries. Oui, oui, on voit Olivia Colman, on voit des grands acteurs, Harrison Ford, etc. On voit des grands acteurs qui sont dans les séries. Donc, de ce point de vue-là, en termes de qualité, de scénario, les gens qui s'y investissent, bon. Julian Fellows, moi j'aime beaucoup, disons, souvent les familles me demandent quelle série on peut voir en famille. Je recommande souvent les séries de Julian Fellows, donc Downton Abbey, Belgravia, The English Game, The Gilded Age. C'est des séries qui sont de très bonne qualité au niveau de l'anglais, au niveau de l'écriture, parce que c'est un homme qui a des qualités indéniables, hein. C'est souvent des livres qu'il a écrits au départ, il transforme en série. Voilà, donc on a maintenant effectivement au niveau tous les niveaux, disons, de l'audiovisuel, hein, qualité du scénario, qualité des acteurs, qualité des moyens, du décor, de la mise en scène, etc. Le même niveau que cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue, par exemple, évangélique, la série sur Jésus, hein, de Chosen, la série permet le temps long, permet de développer des personnages secondaires, d'avoir des intrigues secondaires qui sont néanmoins considérées, de développer plusieurs personnages. Et dans l'introduction, je parle notamment des films sur Jésus. Depuis qu'on fait des films sur Jésus, bah, ça fait 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Bon, on connaît Mel Gibson, etc. Jésus est à l'écran 95% du temps. Et au fond, ses partisans comme ses adversaires n'existent pas vraiment. Enfin, tout est centré sur Jésus. Dans une série en 7 saisons sur Jésus, évidemment, et c'est une des qualités, il y a quelques défauts, mais il y a beaucoup de qualités. Une des qualités de The Chosen, c'est qu'on s'intéresse vraiment à Marie-Madeleine, à Pierre. Bon, des personnages secondaires existent vraiment. Et là, je fais un point vraiment un peu de théologie francophone fine. Il y a un grand théologien jésuite français des années 80-90, Joseph Moin, qui a écrit un livre, L'homme qui venait de Dieu. Et le premier volume commence par la rumeur de Jésus. Voilà, des gens entendent parler de Jésus. Ils n'ont toujours pas vu. On entend parler. Qui est ce Jésus? Qui est-il? Etc. Et ça, c'est très bien montré dans la série. Ce qui est très rare, ce qui n'existe jamais dans les films. On commence direct, j'allais dire, avec Jésus. Là, de prendre le temps
de voir les gens, parce qu'au début, voilà, Jésus, il est là, il marche, il n'y a pas de micro, pas de radio. Les gens entendent parler de lui avant de le connaître. Et ça, c'est très intéressant. On se rapproche vraiment de quelque chose d'assez évangélique. La rumeur de Jésus précède Jésus. Voilà. Alors après, sur d'autres... alors ça peut être trop long, on peut perdre du temps dans des scénarios secondaires. Disons, les qualités des séries ont aussi leurs inconvénients. Il y a le niveau qui baisse, les scénaristes, ils avaient prévu 3 saisons, ça marche bien, on leur demande d'en faire 4 ou 5, et puis là, on dit, ben, vraiment, ça se répète. Bon, je prends l'exemple de Breaking Bad ou de Peaky Blinders. Bon, et au bout d'un moment, c'est à chaque fois, il y a un nouveau trafiquant, un nouveau machin, une nouvelle intrigue. Bon, alors, quand les gens sont attachés au personnage, ça marche, mais c'est vrai que ça patine. Là où quand vous avez un film, hein, vous êtes Clint Eastwood, Woody Allen, vous avez votre histoire, ça part d'un point A et ça finit, hein, il y a une résolution. Et je trouve qu'on voit très très bien dans les séries, quand les scénaristes avaient une idée, ils avaient une saison, et puis vraiment, 2 mois avant la fin, voilà, à 20 minutes de la fin d'un épisode, on dit, ah non, finalement, on va pas ça doit finir, mais non, ça va pas finir. Finalement, le gars, il meurt pas, l'avion ne meurt pas, la sœur revient. Bon. Donc, on voit qu'ils sont partis pour une deuxième saison. Ça peut être un peu artificiel. Est-ce que les séries, du fait de leur durée, voire quasiment des séries qui ne se terminent jamais, créent une dépendance, puisque bon, il y a ce côté un peu de vouloir enchaîner, binge-watcher, comme certains disent, parce que ça se termine pas l'épisode et les gens ont envie de continuer, donc ça prend du temps. Est-ce que ça peut pas poser un petit problème aussi dans la gestion du temps pour nous en tant qu'humains? Voilà, on en parle souvent, évidemment. C'est bon. Disons, ça fait partie du cadre plus large de nos sociétés qui est l'addiction aux écrans, bon, qui est un problème massif pour la jeunesse. Donc déjà, pour des familles, avoir des enfants ados qui ne lisent plus, qui ne voient que des séries, c'est un problème, hein. Donc, bon, moi, je suis par ailleurs aussi un gros lecteur, comme vous l'avez vu sur le site, mais c'est vrai que je lis nettement moins maintenant, enfin, moins quand même depuis 5 ans qu'avant, en raison des séries. Alors, il y a le fait que les séries sont basées aussi sur, ça je l'explique dans l'introduction, en fait on contourne la parenthèse du roman qui a duré plus de 100 ans et on revient au feuilleton du 19e. Les feuilletons du 19e étaient aussi basés sur de l'écriture au kilomètre, hein, Alexandre Dumas, etc., donc ça durait, Balzac, hein, et sur des cliffhangers, hein, donc des effets de surprise, des twists à la fin de l'épisode, paf, il y a la voiture qui tombe. Donc du coup, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Mais il est mort, il n'est pas mort, la bombe va exploser ou pas. Donc ça, c'est un dispositif clair pour susciter la persévérance et donc l'addiction. Euh, alors, la chose qui me paraît intéressante pour nous défendre un petit peu, que je trouve qui est très humaine, c'est quand, au fond, c'est parce qu'on s'attache au personnage. Moi, j'ai été frappé du nombre de gens qui disent, bon, la série a baissé, hein. Honnêtement, je vois bien que Peaky Blinders, quatrième saison, machin, truc, nième saison, c'est moins bien qu'avant. Bon, mais pourquoi? Alors je dis, mais pourquoi vous continuez à voir? Bon, mais parce que je veux savoir ce que Sophie, Peter, John ou Virginie vont devenir. C'est-à-dire qu'en fait, on développe, et c'est très humain, on développe une affection, alors qu'on pouvait avoir pour des personnages de romans autrefois, hein, pour les romans de Jane Austen, mais on veut savoir la fin. Alors c'est là où les scénaristes doivent, j'allais dire, avoir une certaine éthique, c'est-à-dire non pas délier la sauce pendant vraiment des saisons, il ne se passe rien, mais respecter aussi le public et son attachement au personnage, où au fond les péripéties, bon, comptent, mais ce qui nous intéresse plus, c'est le destin du personnage. Va-t-il se sauver? Va-t-il se perdre? Va-t-il trouver l'amour? Va-t-il le retrouver? Donc, ça, c'est intéressant. Moi, je suis très frappé. Il y a des séries, je pense qu'il faut se faire confiance, enfin, il faut avoir du discernement. À un moment donné, il faut dire là, j'arrête. Là, c'est bon. C'est pas que c'était pas bien jusque-là, mais là, non. Là, ça commence à devenir répétitif. Alors, soit pour une question de valeur. Donc là, par exemple, moi, j'ai un vrai problème avec Breaking Bad, qui est une série qui a eu un succès mondial incroyable. Moi, j'ai tenu, voilà, vraiment belle jusqu'à la fin de la première saison. Mais c'est tellement déprimant, parce que c'est au fond quelqu'un qui n'est pas si mauvais, qui devient vraiment... C'est une descente aux enfers, enfin, qui finit par devenir un meurtrier, qui va perdre sa femme, qui va perdre son fils. Enfin, c'est absolument terrifiant. Euh, et là, être dans la répétition de ça, je trouve qu'on se fait un peu de mal quand même. Alors, comme justement ce n'est pas un parfait salaud, on est quand même... On a envie de le sauver, puis on a envie de le suivre. Mais je trouve qu'à un moment donné, voilà, c'est trop. Il faut que le personnage garde une part d'amabilité, d'humanité. Pareil pour le héros de Peaky Blinders, là, le principal des frères. Dans les 2 premières saisons, il garde un côté, au fond, attachant, énigmatique, fort, bon, le sens de la famille. Bon, ça va encore. Au bout d'un moment, on dit là, mon ami, je peux plus te suivre. Voilà. Alors, je dis, il y a 2 choses qui sont intéressantes. Les séries conçues dès le départ pour plusieurs saisons. Les scénaristes savent
qu'ils ont du matériel. Bon, genre Game of Thrones. Game of Thrones, à partir du moment où ils ont dépassé le bouquin de Martin, ça a baissé. Mais dès le départ, ils étaient partis pour un grand nombre de saisons. Et puis, les séries qui sont conçues pour une ou deux, et puis, à cause du succès, je veux dire, en raison du succès, à cause du succès, sont prolongées artificiellement de manière trop longue. Voilà, ça c'est un peu dommage. Pour nos téléspectateurs canadiens, est-ce que vous avez justement dans votre livre une série canadienne à nous proposer? Alors, dans le livre, j'ai découvert, alors il paraît qu'au Canada, c'est vraiment un monument que quasiment tous les Canadiens ont lu depuis plus de 100 ans. Ça s'appelle Anne with an E. C'est une petite jeune orpheline qui grandit au début du XXe siècle à Terre-Neuve. Bon, elle est adoptée par une famille. On va dire que c'est un Bildungsroman, c'est l'histoire d'une jeune fille. L'auteur, le nom l'échappe maintenant, la honte soit sur moi, elle a écrit 6 ou 7 volumes, on la suit jusque dans son âge avancé. C'est très frais, c'est très bien fait. D'un point de vue chrétien, on voit aussi qu'elle a grandi plutôt dans un orphelinat assez sévère, théoriquement chrétien, en gros sans expérience de Dieu. Elle arrive dans une famille, alors une famille, un frère et une sœur célibataires qui vivent ensemble et qui gèrent leur ferme, et qui vont s'attacher à elle, et elle à eux, petit à petit, non sans mal, et qui vont par exemple lui apprendre à prier. C'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend à prier, qui est très nature, très optimiste. Alors la série a un petit côté politiquement correct, hein, elle va défendre le garçon un peu homosexuel persécuté par sa classe, mais c'est très bien fait. C'est vraiment, je trouve, que dans un esprit pour des gens qui ont des adolescents, c'est vraiment bien. Et puis alors, c'est pas dans le bouquin, mais j'ai découvert il y a quelques mois une série dont on a beaucoup parlé au Québec qui s'appelle Empathie, sur un hôpital psychiatrique. Moi, j'ai été bluffé hein, quand même, parce que faire une série sur un milieu qui est vraiment pas glamour, et c'est pas un hôpital pour gens qui vont un peu pas bien, c'est pour des gens qui vont vraiment pas bien. Et voilà, avec une personnage principale psychiatre attachante, originale. Elle m'a rappelé Phyllis Waller-Briggs de Fleabag en Angleterre, donc une femme très indépendante. Moi, j'ai été bluffé de la qualité de cette série, je crois québécoise, hein, et qui pose des questions comme la série En thérapie en France, pose la question du soin, comment accompagner les gens, qu'est-ce que ça veut dire se faire proche de gens qui ne vont pas bien, comment les aider sans trop de médicaments, enfin des questions délicates, des questions des personnels de santé, des questions qui nous intéressent comme chrétiens, le soin, l'accompagnement, les malades, alors on connaît bien les hôpitaux, là c'est les malades psychiques, euh, et, euh, et les dilemmes intérieurs des principaux acteurs. Moi je dis chapeau, ils arrivent, c'est pas triste, il y a des passages très drôles, alors que la réalité décrite est quand même difficile. Donc voilà. Mais je dois être honnête, c'est la seule série. Enfin, je crois que Anne with an E, à ma connaissance, j'en ai peut-être oublié une autre, mais il y a plutôt des séries américaines et anglaises. Euh, Ce qui fait aussi que mon livre est plutôt pour l'Amérique du Nord, parce qu'en fait, au niveau français, moi, j'en connaissais longtemps très peu, et il y avait peu de bonnes séries françaises, et elles étaient sur une chaîne privée, Canal+, donc j'ai dû rajouter au dernier moment Bureau des légendes, La Fièvre, Baron Noir et Hippocrate, qui sont considérés par le New York Times comme 4 des meilleures séries françaises. Donc voilà, donc je crois que j'ai 6 séries françaises sur 100, ce qui n'est pas excessif. Merci beaucoup, Père Marc Rastoin, pour votre Merci passion à vous. à nous partager et votre analyse, d'avoir pris le temps de regarder et d'analyser toutes ces séries. Ah, j'ai pas vu toutes les saisons parfois, hein. Alors j'invite nos téléspectateurs qui sont fans de séries ou qui ont des enfants, des petits-enfants qui regardent ça, à leur offrir ce livre, donc disponible au Canada dans les librairies religieuses. Alors merci à vous et moi j'espère un tome 2 de ce guide. Pourquoi pas? Merci à vous.